Dans l'Ancien Testament, et d'ailleurs les chrétiens s'en réclament largement en disant Jésus est annoncé par les prophètes. Bon. Sauf que cette nouvelle alliance, qui à l'origine était une sorte de réforme libérale du judaïsme proposée par Jésus, a été étendue à tous les peuples de l'Empire romain par Paul. Bon. D'ailleurs, il y a des paroles terribles de Jésus à un moment donné. Enfin bon, je parle. C'est un débat théologique. Par contre, tu posais la question de savoir si c'était un hasard que tous les quatre étaient juifs. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Spinoza était effectivement d'origine juive espagnole, mais qu'il a été excommunié par les autorités, comment dirais-je, juives hollandaises, parce que ses idées allaient à l'encontre de ce qu'avait apporté de plus important le judaïsme à la pensée occidentale, qui est la transcendance. Il donnait une sorte de structure mathématique irrécusable, n'est-ce pas, à des doctrines anciennes qui étaient celles d'Épicure, de Lucrèce, des stoïciens, des matérialistes anciens. Je veux dire, il était peut-être juif d'origine, mais ses idées étaient profondément opposées au judaïsme. Et alors, tu vas me dire pourquoi est-ce qu'il a inspiré des gens comme Einstein explicitement, Freud, Marx implicitement. Mais c'est parce que c'était au XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est un siècle de troubles. C'est le siècle qui a suivi la Révolution française. C'est un siècle de troubles où les gens oscillaient entre le scientisme et l'occultisme. Il y avait une sorte de mariage, en quelque sorte adultérin, entre scientisme et occultisme. Et Freud, Marx, Einstein ont trouvé dans cet antécédent, dans Freud, une sorte d'alibi pour finalement oser ce qu'ils n'auraient peut-être pas osé s'ils avaient véritablement agi suivant la pensée juive traditionnelle. Il ne faut pas oublier que ces trois-là, Marx était juif si on veut, enfin son grand-père était je crois, grand rabbin de Trèves, mais il était converti et lui-même a écrit des propos antisémites, je veux dire, bien connus. Bon. La question juive. Voilà. Par contre, je ne sais pas pour Einstein, mais Marx et Freud, ils avaient aussi un gros problème avec leur père, voilà, l'autorité. Einstein, je ne sais pas. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Einstein, il avait, leur femme aussi, d'ailleurs. Einstein avait un gros problème avec sa femme et avec son fils. Oui, il a divorcé. Voilà. Bon, alors, je voudrais continuer, donc, puisque tu m'as repris. Oui, il ne faut pas trop monopoliser. Oui, mais moi j'ai parlé beaucoup moins que les prédécesseurs, alors il ne faut quand même pas exagérer. Il ne faut pas trop rester dans le pic. Même si c'est passionnant, mais voilà, vous avez raison. Rapidement, oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que effectivement Spinoza a été excommunié, et quelque part Jésus aussi a été excommunié quelque part. Donc effectivement, il y a un clivage au sein même de la pensée juive entre justement ceux qui sont associés à l'ancienne alliance et ceux qui basculent vers la nouvelle alliance. Donc effectivement, c'est pas une question d'être hostile ou non ou incompatible avec le judaïsme. Il y a un ancien judaïsme et un nouveau judaïsme qui est déclaré par Jérémie. Et alors effectivement, il y a toujours les tenants de l'ancienne alliance et les tenants de la nouvelle alliance. Mais c'est un combat à l'intérieur du peuple juif, à l'intérieur du judaïsme. Donc il ne faut pas dire c'est hostile au judaïsme. Le judaïsme a ses deux facettes à partir de Jérémie. Et alors, dernier point que je voulais aborder, c'était qu'effectivement, le débat sur la contrainte intérieure ou la contrainte extérieure, ça renvoie, mais je sais que certaines personnes ne me suivront pas là-dessus, ça renvoie aussi apparemment, quelque part, dans la dialectique entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire qu'effectivement, l'homme serait plus... Bon, l'homme serait plus... Non, c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Dans toutes les traditions, c'est ce que c'est plutôt la femme intérieure en général. Oui, mais bon. Moi, je pose le problème à l'inverse. Une femme d'intérieur, on dit pas. Oui, merci. Bon, alors donc, je termine en une minute, c'est-à-dire en disant qu'effectivement, l'homme est marqué par, effectivement, d'ailleurs, la notion même de créativité est une contrainte intérieure. Et s'il y a bien un être qui est créatif et qui est marquant, c'est plus l'homme que la femme à ce niveau-là. Et inversement, la femme est très marquée par les éléments extérieurs, par l'environnement, par ce qu'elle reçoit. Donc on pourrait continuer à ce sujet. Voilà. Donc effectivement, je recoupe de ce que tu dis. Donc d'un côté, il y a la clé du judaïsme qui sous-tend ton propos. Et d'autre part, il y a la clé du yin-yang masculin-féminin. Oui, alors c'est bien. C'est tout pareil. Dame qui veut prendre la parole, priorité donc. Madame, allez-y. C'est à vous la parole. Oui. C'était juste une réaction à ce qui vient d'être dit. Je crois que Bourdieu a montré plus fort. Bourdieu. Que l'intérieur était exclusivement féminin. Voilà.
juste, voilà. Oui, pour aller dans votre sens, ça dépend des cultures, parce que vous avez par exemple beaucoup de cultures où c'est le soleil qui est masculin et la lune féminin, comme en français, le soleil et la lune, mais en allemand c'est Dermont, en iranien, c'est masculin pour la lune, le soleil et féminin Disone, Oui, je ou crois que dans en celte, enfin tout ça. Donc, c'est un débat sans fin, effectivement, entre intérieur et extérieur, homme-femme. En tout cas, ils sont complémentaires et différents, ça on est bien d'accord. Voilà. Mais ça dépend des cultures, effectivement. Donc c'est complexe. Alors, monsieur. Elle n'avait pas fini. Ah, vous avez terminé? C'est pas Oui. grave. D'accord. Non, mais allez-y, parce que vous n'avez peut-être pas fini. Allez-y. Non, après, c'était justement, puisque vous abordez le thème de la contrainte, en t'écoutant, Philippe, quand tu as dit que la contrainte était. Que la contrainte tuait toute liberté, en fait, que dès qu'il y avait contrainte, il n'y avait plus de liberté. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai pensé, je ne sais pas trop pourquoi, exactement l'inverse. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de liberté sans contrainte. Et que je me suis demandé ce qu'on faisait de notre liberté. Qu'est-ce qu'on en faisait une fois qu'on en avait une? Alors après, ça rejoint aussi ce qui a été dit sur on est libre parce qu'on est responsable. Donc si on s'inscrit dans une société et si on prend comme principe la survie et la cohésion de la société, dans ces cas-là, il nous faut une liberté constructive. Donc, et solidaire. Donc voilà. Et puis juste, ça m'a rappelé aussi dans ce que vous disiez, la liberté est une valeur absolue, etc. Moi, ça m'a rappelé, j'ai assisté juste après le précédent Café Philo, à la conférence de Miguel Benassayag, et il disait que bon, toute pensée n'est que situationnelle. Et il racontait une petite anecdote, il a fait dans des ateliers de prison, il a fait des ateliers de philo, il avait choisi comme thème, justement, qu'est-ce que la liberté? Alors en prison, c'est quand même particulier comme thème. Et ils sont allés interviewer différentes personnes, dont une petite caissière comme ça de supermarché, ils lui ont demandé si elle était libre. Waouh! Voilà, la réponse a été évidemment non, à cause de toutes les contraintes qu'elle avait, bien sûr. Et donc Miguel Benassaya, qui a été longtemps emprisonné en Argentine, racontait que paradoxalement, il n'avait jamais rencontré d'hommes non libres. Que tous en prison, ils étaient extrêmement libres. Et que leur réflexion sur la liberté en prison ne pouvait être comprise que entre ces quatre murs. Et forcément, nous, on parle de liberté là, aujourd'hui, dans cet espace-là. Parler de liberté en prison, c'est pas pareil. Donc voilà, il y a une réflexion qui ressort. Oui, c'est tout le paradoxe de la liberté. Si je peux dire un mot sur ce que je viens de dire, madame, effectivement, parce que si l'enfant suit ses instincts naturels, il ne sera pas vraiment libre. L'éducation lui apprend à se maîtriser. L'éducation est une contrainte extérieure. Et c'est en se maîtrisant lui-même qu'il acquiert la vraie liberté de faire des choix. Autrement, il agit comme ça, n'est-ce pas? La socialisation permet de rendre libre, mais elle peut aussi aliéner. Ça dépend comment elle est faite et jusqu'à quand, jusqu'où elle va. Bon, actuellement, je veux dire, quand on voit les médias, on se rend compte qu'on est en train de nous bourrer, de bourrer le crâne et que c'est pas du tout pour nous rendre libres. Pas la faute de l'autre. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit Le bouton disait que on ne cherche pas du tout à nous rendre libres, mais à nous faire croire des choses qu'on n'a peut-être pas envie de croire. Voilà. Et pour nous dire ça, c'est nécessaire. Alors, la liberté, ça consiste à accepter ce qui est nécessaire. Voilà. Mais pour aller dans le sens du cinéma.